La reconstruction sera longue, les secours sont nécessaires et pourtant le Maroc ne semble pas pressé ou pas intéressé, Patrick, d'accueillir des secours d'urgence français. Oui, c'est une aide proposée plusieurs fois par Emmanuel Macron depuis le G20 de New Delhi. La France est prête à intervenir, les équipes techniques sont mobilisées, les chiens et le matériel n'attendent que le feu vert de Rabat. Ils seront déployés à la seconde où ils seront demandés, mais près de 72 heures après le séisme, cette seconde n'est toujours pas arrivée, ni demande ni feu vert, alors que les sauveteurs militaires espagnols sont à pied d'œuvre depuis dimanche. Est-ce que le Maroc ne veut pas avoir à dire merci à la France? Alors disons d'abord que le Maroc est un grand pays émergent, organisé, centralisé, c'est pas Haïti, pour reprendre la comparaison que vous avez faite tout à l'heure, et vous avez raison, avec une sécurité civile, d'importants moyens de secours, des médecins, des hôpitaux. Il est normal qu'ils veuillent garder la maîtrise des opérations de secours et de leur coordination sur le terrain sans se laisser déborder par un afflux incontrôlé. Et il a tout à fait le droit de choisir ses amis en fonction de ses besoins. Le problème, c'est que la brouille est maintenant si profonde que Rabat ne répond plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse officielle à la proposition d'aide française? Non, c'est comme si ça n'existait pas. La France est invisibilisée, ça vaut aussi pour son président. Question ce matin à la ministre Catherine Colonna. Mohamed VI et Emmanuel Macron ont-ils parlé? Le roi était en réunion de crise quand le président cherchait à le joindre. Et comme il l'a dit hier, ils ont échangé depuis. D'accord, donc ils ne se sont pas parlé, mais ils ont échangé, Ouais, ils ont su qu'ils avaient cherché à se joindre. Et même échanger des messages. Comme le président l'a dit, je ne peux pas être plus précise qu'il a été. Bon, enfin, ils sont peut-être échangés, mais en tout cas, ils se sont ratés. C'est dommage, parce que jusqu'à samedi matin, Mohamed VI était en France, à Paris, dans son hôtel particulier du Champ de Mars, c'est-à-dire à peu près à 2 km à vol d'oiseau du palais de l'Élysée. Patrick, ça peut arriver de rater un coup de fil. Oui, mais c'est au moins la deuxième fois que le chef de l'Élysée se fait ghoster. En mars, Emmanuel Macron était au Gabon pour un sommet sur la forêt. Mohamed VI y séjournait, Ali Bongo était son ami. Le Français a tenté de joindre le Marocain, lequel n'a pas décroché. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron avait assuré que ses relations avec Mohamed VI étaient amicales. Le démenti de Rabat dans Jeune Afrique a cinglé comme une gifle. Je cite, « Les relations franco-marocaines ne sont ni bonnes ni amicales. Pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée. » On voit à quel point c'est toujours vrai aujourd'hui. Bonsoir Samira Sitaïl. Vous êtes journaliste franco-marocaine, ancienne directrice des rédactions de la chaîne de télévision marocaine 2M. Ouais. Pourquoi Rabat ne répond plus et ne répond pas à la main tendue par la France? Mais Rabat n'a pas à répondre. D'abord, je voudrais préciser que je ne suis ni le porte-parole du Palais Royal, bien sûr. J'ai encore précisé, moins vous étiez celui du journaliste. gouvernement. Mais je voudrais juste préciser et rappeler peut-être aussi, Anne-Elisabeth, à vos téléspectateurs, qu'il y a une 60aine de pays qui ont proposé leur l'aide humanitaire. Alors on parle de Biden évidemment, il y a l'Inde, il y a des grands pays comme... Mais pour les pays Russie. européens, l'Espagne et la Grande-Bretagne, leur aide a été acceptée. Alors juste peut-être Rabat. ajouter, parce que vous avez, dans un reportage qui est passé tout à l'heure, on a parlé des équipes, effectivement il y a les Espagnols, mais préciser que les Espagnols, il y a une très grande expertise et un partage d'expérience et une connaissance du terrain à El Husseima, engrangée en 2004. Donc quand on s'entend bien et qu'on a une facilité d'écoute, mais effectivement, peut-être que ça peut aller plus vite. Le problème, c'est qu'on s'entend plus. Les Israéliens ont rejoint les équipes de secours. Les Israéliens ont rejoint les équipes de secours, les Émiratis, les Qataris et donc les Espagnols, en effet, tous avec leurs équipes. Donc votre réponse, c'est que le Maroc n'a pas besoin de l'expertise, ni de la bonne volonté française. Ça n'a été dit par personne, ni officiellement au Maroc, ni officiellement en France, où on fait preuve de retenue. On a juste... des interrogations qui sont posées là comme ça dans des plateaux de télévision. Moi, j'aime bien ce que vous venez de dire, Patrick Cohen, de toute évidence, mais en même temps, je m'interroge sur une forme de pudeur qu'on doit avoir. On est en train d'enterrer des gens, on est en train d'enterrer des personnes dont le corps est encore chaud. On est dans le deuil. On est encore devant toute l'humilité qu'il faut avoir devant la force des éléments, une catastrophe naturelle absolument extraordinaire. Et je vois d'ailleurs cette photo juste derrière. Qui était à la une de Libération. C'est la une de Libération qui donne juste envie de vomir. Tant elle est indigne. Pas la photo, c'est la légende qui La légende est indigne. Aidez-nous, nous mourrons en silence. Nous mourrons en silence. Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que le Maroc refuse l'aide de la France? En aucun cas. Est-ce que le Maroc a dit non à la France? Le Maroc a remercié
la France, comme il a remercié tous ses alliés dans le communiqué qui a été rendu public à l'issue de la réunion de crise qu'a présidé le roi. Et puis hier, rappelé dans un communiqué du ministère de l'Intérieur, nous saluons tous nos partenaires. C'est un temps qui va être très très long. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la communication, on n'est pas dans la punchline, vite, on y va. Non, on est en train de déblayer le terrain. On est en train de gagner des centimètres carrés, des millimètres carrés, des kilomètres carrés. Les secouristes qui sont l'arme au pied en France et qui ont l'habitude de ce genre de catastrophe disent chaque minute compte. Absolument, chaque minute Patrick. qui passe, c'est le risque de voir des victimes s'ajouter aux autres. Monsieur Cohen, Voilà. Monsieur Cohen, Monsieur Cohen, juste une chose. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous pensez aux sauveteurs qui sont sur le terrain? Moi, je vais vous dire, je suis pas. Alors, je dis, attendez, juste je termine. Je vous donne. Mais non, personne ne donne des leçons. Alors, quand vous donnez des leçons, on n'a rien à dire. Mais si moi, je fais une remarque, non, j'attendais. Vous attendiez rien du tout. Je vous fais juste une petite remarque, Monsieur Cohen. Ça devient un débat personnel. Non, c'est pas un débat personnel. Monsieur Cohen, pourquoi vous êtes tendu? J'essaie juste de vous expliquer quelque chose. C'est pas pour défendre un tel ou un tel. Je vous dis juste. On est sur place. Moi, je vous parle avec les gens de la société civile, avec les bonnes volontés. Il y a des endroits, d'ailleurs, il y avait certains de vos confrères qui disaient on ne pouvait pas accéder, il y avait des éboulements. Quand vous dites les Français attendent de l'arme au pied, mais il y a des sauveteurs. Non, mais attendez, juste pour finir. Mais les sauveteurs, franchement, ils font un boulot. Donc voilà, moi je veux juste qu'on respecte cette période. On ne remet pas en cause que vous ayez une analyse politique, diplomatique. Non mais Rachida Dati, c'est juste qu'en effet, il y a plusieurs associations aujourd'hui qui attendent le feu vert de Rabat. Et vous en faites peut-être plusieurs associations. Non, c'est à M. Colombel qu'on sert. Terminer ma question. Est-ce que vous êtes prêt à partir? Et est-ce que vous comprenez la position prise par le Maroc? Vous savez, moi je la comprends, oui. Je la comprends, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a l'échelle du problème, c'est pas énorme. C'est important, mais ce n'est pas énorme. Vu l'échelle du pays, les compétences en local, le professionnalisme des gens, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Après, je peux comprendre qu'un pays, qui est un pays souverain, n'ait pas envie de se retrouver envahi par un tas d'organisations. Oui, c'est ce qu'a rappelé Patrick. C'est de rajouter du chaos au chaos. Par contre, alors sur le sauvetage des blêments, effectivement, c'est très dur parce qu'on sait ce que disait Patrick Cohen, je le comprends ce qu'il vient de dire. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est extrêmement compliqué d'organiser les gens sur place parce qu'il va falloir les transporter et quand on ne peut pas les transporter, c'est la logistique qui se rajoute. C'est juste ça. C'est après que ça va. Après, on va avoir besoin de nous. Voilà, c'est pour ça que là, on est payer tout ça, il va falloir aider les gens. On est dans l'évaluation de l'urgence. Là, on est encore dans le sauvetage, on est encore dans le deuil. Pourquoi je vous interpelle, Monsieur Cohen? C'est pas pour vous faire la leçon. Vous savez, quand on est face à ça, on fait de la leçon à personne, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ce que je disais hier, en un quart de seconde, vous avez perdu votre enfant, vous avez perdu votre femme, vous ne revoyez plus votre famille, les gens que vous aimez. Pas de deuil, direct. On vous dit, non, là, on ne peut pas enlever parce qu'on a un risque. Est-ce que vous croyez que les sauveteurs, ils ne sont pas organisés et coordonnés? Donc aujourd'hui, si on peut les laisser travailler là-dessus, et la reconstruction, elle va venir, les dons vont arriver, la coordination à l'international va arriver. Donc c'est juste là, est-ce qu'on peut laisser... Pourquoi je vous dis ça? Moi, je suis en contact avec les gens que vous avez interviewés tout à l'heure, qui parlaient certains berbères et certains... Que disaient-ils? Parce que eux, quand ils entendent, ils vont dire alors on est tout seul, on refuse l'aide, on génère un stress auprès de gens, ils n'ont pas besoin de ça. C'est pour ça que je vous dis, Monsieur Cohen, c'est pas de faire la leçon que de dire cela, c'est dire est-ce qu'on peut respecter ça? Parce que moi je connais par exemple des gens qui disent mais pourquoi il paraît qu'on refuse? Mais c'est pas. Est-ce qu'on peut laisser ces sauveteurs, ces experts faire leur travail? Et puis là, on n'est pas dans un enjeu ni politique ni politicien. Je voudrais donner la parole à Samira Sitaïl. Vous rappeliez que le roi s'était déplacé lors du précédent. En 2004, oui. En 2004, et qu'il est resté jusqu'à la dernière personne logée. Là, jusque-là, on n'a pas entendu le roi Mohamed VI s'exprimer. Est-ce que le peuple marocain ne réclame pas une prise de parole du roi? Pourquoi faudrait-il qu'il parle? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on ait ce modèle que nous avons ici, par exemple, qui consiste à dire je prends la parole, je m'exprime plusieurs fois par jour parce que je suis élu et que je dois rendre des comptes à mes électeurs. Et puis que de l'autre côté, parce que c'est le Maroc, on exigerait qu'on ait le même modèle. C'est un homme, un chef d'État qui a choisi à 24 ans de parler peu,
d'agir, d'être sur le terrain, au plus proche de la population, qui a son prévu un modèle, du roi son mode de fonctionnement avec le peuple marocain. Donc on est aussi sur des modèles totalement différents. C'était juste pour compléter. Franchement, Patrick Cohen, aucune polémique dans mon propos. J'avais juste une crainte, et elle est toujours la même, c'est qu'on élude le fond du problème, le fond du débat. Ce qui est en train de se passer transcende, mais encore une fois, tout. Classe sociale, religion, parti, position politique, etc. Et le fait qu'on puisse entretenir l'idée qu'on ne veuille pas au Maroc d'un pays comme la France, qui est un pays ami. Nous sommes sur des pays amis. Alors, il y a des problèmes politiques depuis une dizaine d'années qui sont posés. Ça, c'est le cas. Particulièrement ces 5-6 dernières années. Mais enfin, nous sommes devant une tragédie humaine. Nous avons des gens qui meurent, qui sont en train de mourir sur le terrain. Et juste pour votre information, vous dire qu'il y a des secouristes français sur le terrain depuis le début. Ils sont plusieurs. Est-ce qu'on va... Des sapeurs-pompiers, le côté officiel des choses, c'est différent. Je voulais juste faire cette précision et ajouter que personne n'y gagne. Mais... Tout le monde perd dans cette affaire. Continuer à entretenir l'idée que la France et le Maroc, parce qu'il y a des incompréhensions, ça ne fonctionne pas, y compris devant une tragédie comme celle-ci. Moi, c'est juste la crainte que j'ai, et encore une fois, sans polémique aucune. Patrick, une dernière question. On peut simplement rappeler que, effectivement, ça ne fonctionne pas, que ça fait des années de brouille, que ça a plutôt tendance à s'aggraver, avec une raison principale, qui est la question du Sahara occidental. On sait à quel point Mohamed VI en a fait une question cruciale. Il a même eu cette phrase, c'était l'an dernier, en disant tout notre prisme diplomatique doit être vu au travers de la question du Sahara occidental. La France refuse d'adopter le point de vue marocain sur la souveraineté marocaine du Sahara. Qui a dit ça? La France n'a rien refusé. La France, d'ailleurs, a été la France a été l'un des premiers soutiens du Maroc dans la reconnaissance du plan d'autonomie, lequel, en 2007, disait clairement, voilà, la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. La France a été l'un des premiers pays. Refuse d'emboîter le pas à l'Espagne et aux États-Unis, qui ont reconnu deux pays qui ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara. Il y a un chef d'État ou une ministre des Affaires étrangères qui a tenu ce genre de propos? Non, il me semble que non. Les frictions sont beaucoup plus profondes. Il y a une réalité des faits. Non, mais personne n'a dit ça. Je veux dire, c'est comme... il faut conclure sur ce sujet. C'est écrit par qui? Depuis Nicolas Sarkozy, même François Hollande, ils ont toujours confirmé sur la marocanité du Sahara. Il n'y a jamais eu de débat. Qu'aujourd'hui, il y a des malentendus. Je vous le concède. Moi, je le regrette. Je veux dire, je le regrette. C'est comme le sujet qu'on a avec l'Algérie. Et pour cause, moi je veux dire, je n'ai pas de parti pris puisque je suis concernée. Voilà. Mais moi je le regrette. Mais il n'y a pas de remise en cause. Ça a toujours été la position. Maintenant qu'il y ait des malentendus, des incompréhensions, ça fait partie de la politique. Le président Macron avait fait un choix diplomatique. Sur l'Afrique, il fait des choix diplomatiques qui ne sont pas forcément dans la suite de ses prédécesseurs. On peut en discuter. Mais sur la marocanité du Sahara, ça n'a jamais été remis en cause. Regardez les positions. On peut en discuter. Peut-être que je me trompe, mais la position n'a jamais été remise en cause, ni par la ministre des Affaires étrangères, ni même par le président de la République. Jamais. Jamais. Alors, franchement, non. Mais là, on ne comprend pas pourquoi. Non, parce qu'il y a eu d'autres. Vous savez très bien. Il y a eu d'autres tensions et d'autres malentendus sur d'autres sujets. Il faut conclure très vite, Samira. On ne comprendrait peut-être pas pourquoi la France en voudrait au Maroc. Moi, j'inverserais peut-être le raisonnement. Merci à tous les trois. Ça date d'une petite dizaine d'années. C'est un débat qui est très long, qui ne sera pas posé aujourd'hui. Mais merci d'en avoir posé les bases ce soir sur notre plateau.